Salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Naturally. Rencontre avec Laura Gonzalez, architecte et décoratrice d'intérieur qui nous fera découvrir sa nouvelle patte. On ira s'enfoncer dans le Marais à la découverte du plus parisien des quartiers. Focus sur Paraboot qui œuvre depuis un siècle pour la bonne santé et le style de vos pieds. La relève, c'est Léa Pecre, jeune styliste connue pour son approche chirurgicale de la mode. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. Les Herbes de Paris, c'est un collectif qui fait du vintage dans une branche qu'on aurait presque oubliée, les fleurs. Bouquets de mariée et couronnes de Noël, ces fleuristes d'un nouveau genre proposent même des workshops pour nous apprendre à arranger tiges et pétales de manière éthérée et originale. Les padawans du do-it-yourself floral. Née il y a plus de 150 ans, la Bambouseraie, c'est ce jardin dans les Cévennes où sont plantées des espèces des quatre coins du monde et bien sûr des bambous. Lieu unique dédié à l'extravagance dont la nature a le secret. Allez-y pour vous laisser surprendre par les formes inattendues qui surgissent au détour du jardin le plus exotique de l'Hexagone. Les City X60, ce sont ces guides pocket qui vont bientôt envahir nos bookstores. Nés grâce à des citadins qui voulaient encourager les visiteurs d'un jour à voir la ville à travers leur regard, le City X est bourré de recommandations toutes plus cool les unes que les autres. Emballé dans une carte colorée, c'est le livre de chevet de tout hipster qui se respecte. Alice M. Simon, c'est la marque d'un couple qui crie son amour sur les toits et c'est assez contagieux. Vous n'avez qu'à remplacer le Alice et le Simon par la première chose qui vous traverse l'esprit, les tourtereaux vous fabriqueront alors votre sape personnalisé et surtout, vous et vos grands sentiments n'auront pour une fois pas l'air has-been pour un sou. Entretien archi stylé aujourd'hui avec Laura Gonzalez, architecte et designer qui nous reçoit dans son bureau en toute intimité. Bienvenue dans le monde chic déluré de Laura Gonzalez. Mais qui est cette architecte sans complexe? 10 idées à la minute, une agence 100% féminine, des chantiers en cours dans tout Paris, un téléphone qui ne s'arrête jamais, un débit de parole inédit. 4 minutes avec Laura Gonzalez, accrochez-vous, ça déménage. Encore étudiante, Laura réalise ses premiers projets pour des copains, des petits restos, boutiques. Elle crée sa propre agence, Pravda Architect. Laura, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé vers ce métier de fou? Je cherchais justement un métier qui pouvait mixer l'artistique, le terre-à-terre. Et je ne m'attendais pas justement à avoir tout ça dans l'architecture. Et je pense que j'ai trouvé la bonne voie. La carrière de Laura se lance vraiment lorsqu'elle s'attelle à la réhabilitation du mythique et alors poussiéreux bus Palladium. Un défi de taille, mais rien qui ne puisse déstabiliser cette bosseuse acharnée. Benjamin Patou, quand il m'a donné ce projet, c'était un peu un fou en vrai, parce que donner un projet comme ça à une étudiante de... J'avais 24 ans, je venais de passer mon diplôme, c'était fou. J'ai mis toutes mes cartes, quoi. Fallait que je fasse quelque chose d'original. J'ai pas dormi pendant un mois pour trouver le concept. Aujourd'hui, le métier de Laura a bien évolué. La Chine et la récup ont laissé place au dessin. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire évoluer le style en réinterprétant l'ancien, en le modernisant avec ma patte, en mettant des touches classiques, avec des matériaux contemporains, avec plus de rigueur et avec une équipe derrière qui me soutient. Donc, c'est pas du tout la même façon de travailler. Une équipe pleine de peps, en effet, et composée uniquement de filles. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça marchait mieux avec mon caractère. Les filles architectes, c'est des filles qui sont à part, qui sont sur le terrain, donc c'est des filles qui ont une autre vision et qui ont la féminité en plus pour elles. La signature de Laura Gonzalez, c'est le mix and match. Et pour cette curieuse de nature, l'inspiration vient de partout. Je veux tout savoir sur tout, je regarde tous les réseaux sociaux, les Pinterest, les Instagram, les magazines, la presse, mais tout. C'est vraiment, je dors très peu. Donc ça commence toujours un peu comme ça, où il y a des images que je découpe dans les magazines ou dans les bouquins, et on les met, et après on trie, on retrie, on fait des sélections, des shortlists, des machins, jusqu'à temps d'arriver à une cohérence de projet. Après, on a l'étape dessin, donc là on applique tout sur les dessins, on dessine pendant des heures, des élévations, des coupes, des plans, tout ce que vous voulez, des perspectives, tout ça. C'est beaucoup de travail et de détails pour arriver à un résultat final qui soit cohérent. Laura l'admet, de ses projets, elle ne lâche rien.
Sur les chantiers, elle s'est entourée d'artisans de confiance qui ont dû s'adapter à son rythme de fou et ses exigences. J'ai des ébénistes incroyables qui travaillent le bois. J'ai un peintre en décor complètement à Manco, il a fait un travail considérable. À la gare aussi, des descentes en feuilles d'or explosées. Et nous, on les pousse dans leur retranchement, des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé faire. Et ils nous permettent de réaliser ce qu'on pense. Donc c'est quand même, sans eux, on est foutus. Hein. Le restaurant parisien Le Manco s'installe avenue Montaigne à Paris. Si les cuisines sont confiées à une star de la gastronomie péruvienne, Gaston Acurio, c'est notre talentueuse Frenchie qui signe le décor des lieux. Et on voulait justement un endroit qui étonne, qui est un peu extravagant sans l'être, avec des matériaux très très précieux. Donc il y a beaucoup de laiton, du marbre, des miroirs, et avec tout un sol en tomate. Donc il y a vraiment un mélange très impressionnant de matériaux, d'un savoir-faire d'artisan qui est assez incroyable. C'est un accouchement ce chantier. Quand on va le sortir, on va se sentir délivré. D'autres projets de Laura Gonzalez retiennent également notre attention. Paris osé tout d'abord avec la brasserie d'Auteuil, au look décalé et alternatif. Meubles dépareillés, murs bruts, graffitis, luminaires improbables et suspensions végétales. Oui, on retrouve bien l'ADN de l'architecte. À la place du Café Saint-Germain, dans le quartier de l'Odéon, s'est glissée une trattoria détonnante, le Margherita. Une décoration beaucoup plus raffinée pour la gare. Ici, les décors tropicaux, manufacture du XVIIIe siècle, côtoient de superbes suspensions lumineuses et un mobilier contemporain. Univers intemporel pour le déjeuner familial du dimanche. Enfin, c'est le Relais Christine en plein cœur du quartier latin qui a confié sa mue progressive à Laura. Ici, l'architecte prouve qu'elle sait s'adapter à un style beaucoup plus classique. Ça reprend vraiment mon univers par les mélanges des matériaux. Après, c'est beaucoup plus classique que ce que je fais d'habitude. On a vraiment travaillé sur un concept général, les tissus, et après les tissus, on a décliné le reste de la décoration. Donc on aura un côté très cosy, on va se sentir dans une grande maison en fait. L'idée, c'est d'avoir un espèce de château dépoussiéré. Motifs rétro, meubles design, matières précieuses, chaque lieu est pour l'architecte l'occasion de raconter une histoire. Et nous, on en redemande. Bonjour Laura Gonzalez, merci de me recevoir dans votre tout nouveau bureau, prof d'architecte. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Donc ici c'est tout nouveau, tout beau. Tout frais, on a déménagé il y a 3 semaines. Vous êtes combien maintenant à l'agence? On est 8 qui commence à faire. qui commencent à faire. Quand on regarde votre carrière, votre chemin, on a l'impression que vous êtes pressée, précise et pressée. C'est une question d'éducation, c'est une question de caractère. C'est une question de caractère. C'est que je ne tiens pas en place, c'est ça le problème. Je ne suis pas pressée, je suis impatiente. Depuis toujours? Depuis toujours, même petite. Je ne sais pas me reposer, donc je préfère avancer. Et en fait, votre parcours, c'était un peu couru d'avance. Vos parents n'avaient pas programmé tout ça pour vous? Pas du tout. Ça s'est fait de manière spontanée. Et j'ai trouvé ma voie et maintenant j'y vais, quoi, je fonce. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? C'est un déclic que j'ai eu. Je voulais un métier artistique parce que ça me correspondait avec mon caractère. Et je me cherchais, donc je voulais faire de la politique pour vous dire, parce que je suis un peu caractérielle, j'ai un peu beaucoup de... Donc c'est bien parce que ce métier allie les deux. Et j'ai essayé de réfléchir justement à un métier qui puisse être à la fois terre à terre, à la fois du terrain et à la fois artistique. Et c'est exactement l'espèce de symbiose des trois qui fait ce métier d'architecte. Alors si on commence un tout petit peu au début, c'était le mix and match. Ce style, le mix and match, est-ce que vous pouvez l'expliquer un tout petit peu? Au début, j'avais des chantiers avec pas de budget. Donc il a fallu que je m'identifie et que je trouve ma patte et que je montre ce que je sais faire. Et j'ai commencé à avoir ces idées, c'est peut-être par l'inspiration de ma jeunesse, parce que pour le coup j'étais dans les musées avec mes parents, dans les salles de vente, j'étais traînée de force depuis que je suis toute petite. Oui. Et donc je pense que c'est ça qui a influencé. Et puis surtout, je pense que mon appartement de petite fille était que des tissus, donc il y avait beaucoup de tissus pierre frais partout. Et chaque chambre avait des fleurs, des trucs, des soies, c'était très très chargé. Je pense qu'inconsciemment ça m'a marqué. Et j'ai commencé à travailler comme ça en choisissant des papiers peints que j'aimais et que je mélangeais à l'intuition, parce que c'est vraiment que de l'intuition. Et que je mélangeais avec des mobiliers que j'allais chiner pas cher sur eBay, sur Le Bon Coin, dans les brocantes et tout. Et ça a fait un style. Ça fait un style qui a été copié du reste, hein. Exactement. Qui a vraiment marqué un peu les esprits. Qui a marqué aussi une époque. Bien au Schmuck que dans d'autres réalisations que vous avez fait, qu'au Bus, qu'au Régine aussi. Exactement. C'était un style parisien surtout parce que c'est un microcosme qui après s'est développé et c'est tant mieux, j'en suis fière. Je critique personne et je trouve ça génial d'avoir insufflé dans un moment de la décoration une tendance sans le faire exprès en vrai, parce que je savais même pas, je le faisais de manière naturelle.
Aujourd'hui, il y a d'autres personnes comme Joseph Diran qui vont influencer aussi la décoration avec une nouvelle épure, que tout le monde va un peu part dans ce système-là. C'est l'avantage de la décoration, on se renouvelle sans cesse. Paris, sa dame de fer, ses autres symboles. Et en plein cœur, entre Bastille, République et les Halles, le Marais. Ancien lieu de vie aristocratique, le Marais est devenu aujourd'hui l'un des quartiers les plus branchés de Paris, où cohabitent galeries d'art, restaurants de falafel, bars gays, boutiques de mode et d'accessoires. Le Marais, c'est le meilleur quartier. À la fois très parisien et très international. Très trendy. Qui se développe de plus en plus. C'est un quartier qui vit tout le temps. Nicole Barr propose des parcours à thème pour les groupes. Aujourd'hui, elle nous emmène découvrir les lieux tendances du Marais. Être dans le Marais, ça s'est fait en fait très naturellement. C'est un quartier où on déambule, où on se promène, où on se laisse porter. Et l'idée que voulait transmettre Luc et Gaëtan, c'est justement qu'on se promène chez Fleuss comme on se promène dans tout le Marais en faisant le lien entre différents magasins et on flâne au gré de ses envies et en se laissant porter par les surprises qu'on peut découvrir à gauche et à droite. C'est une maison de maroquinerie française fondée en 1980 par Paul Barat, qui était un artisan maroquinier versaillais, qui a souhaité rendre hommage à sa ville et au château de Versailles. Nous souhaitions réimplanter une marque au sein d'un quartier typiquement français, et c'est vrai que pour le coup, le Marais s'y prête à merveille. Boutique en vue, clin d'œil à une fabrique originale et vintage. Bonjour, enchantée. Vous êtes dans un environnement très lumineux, des couleurs primaires comme le rouge, le jaune, le bleu, qui font un rappel aux années 50-60, puisque nous proposons aussi bien des marques traditionnelles, mais aussi des montures vintage qui datent des années 40-50. Changement de décor, éveil des sens toujours, des couleurs encore, des saveurs aussi, un lieu incontournable du Marais. Le marché des enfants rouges, monument historique depuis 1982. Là, des superbes galettes. C'est l'emplacement de marché le plus ancien encore existant de Paris. C'est un endroit exceptionnel avec toutes les possibilités, en fait, à moitié marché traditionnel et moitié restauration, traiteur. Chez les meilleures galettes, d'accord, et les meilleures crêpes sucrées de l'univers. Pour continuer dans la gourmandise, faisons une halte dans la crème des boutiques du quartier. C'est une boutique entièrement dédiée à l'univers du chou. On ne fait que ce produit-là. On a 9 parfums classiques. On a donc tous les jours, chocolat noir, caramel, vanille, etc. Et tous les mois, on a un chou éphémère, selon la saisonnalité. On a également un chou du jour. Le parfum phare, c'est le caramel beurre salé. C'est vrai que la clientèle du Marais aime bien découvrir des nouvelles tendances, les nouveautés. C'était vraiment un emplacement idéal. Maintenant, ouvrons notre chapitre coup de cœur. C'est l'histoire d'un espace de vente pas comme les autres, l'histoire d'un lieu de métissage, d'art de vivre actuel, tout simplement. C'est un lieu qui a ouvert en mars 2009, au cœur du Haut-Marais. Et c'est un magasin destination avec un restaurant, un salon de thé, un café, des expositions, un pôle mode, un pôle maison. Et tout ça mis en scène dans une atmosphère la plus ouverte possible. Ce qu'on a voulu vraiment, c'est que les gens viennent flairer l'air du temps et pouvoir, dans une maison un peu atypique, puisque c'est assez grand, ça fait 1500 mètres carrés, passer un moment de qualité dans le quartier du Haut-Marais. On a choisi ce lieu parce que c'est un quartier très créatif. Les gens qui habitent dans le quartier ont un taux d'ouverture à la nouveauté qui est très important. Alors, les 3 mots-clés qui pour moi caractérisent Merci, c'est liberté, aucune contrainte ne nous est imposée, c'est éclectique. Nous refusons de choisir si je suis moderne ou classique, donc on veut avoir l'un et l'autre. Et le 3e point, c'est accessible. Accessible, ça veut dire qu'on ne veut pas de mise en scène intimidante, on ne veut pas de décorum intimidant, mais on veut que les gens aient accès à ce que l'on trouve dans le monde entier. On termine notre balade à 100 km/h avec la rencontre du jour. Kenza, blogueuse. Elle est arrivée dans le Marais à l'âge de 6 ans et elle n'est pas prête de le quitter. Ce quartier, elle le connaît sous toutes ses coutures. Portrait instantané de son Marais.
C'est un quartier où on trouve aussi bien des boutiques très connues, très populaires, comme des boutiques de petits créateurs dont personne n'a jamais entendu parler, mais qui font des trucs vraiment géniaux, homemade souvent. C'est vraiment un quartier en fait safe, c'est-à-dire qu'on est en sécurité, c'est un vrai petit village. La plupart des commerçants sont là depuis des années, ils auront toujours des choses à vous raconter. Moi, ce que je constate en 20 ans d'habitation dans le Marais, c'est que ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. Maintenant, vous descendez dans les rues le week-end, il y a beaucoup de jeunes gens qui viennent faire du shopping, qui viennent boire des verres. C'est un quartier qui vit en fait, qui est devenu très vivant, voire trop vivant. Est-ce qu'on peut aussi dire que le style que vous avez, ce style qui est quand même très français, s'exporte vraiment bien à l'étranger? Parce que c'est particulier. Je trouve. J'ai un style français parisien, mais qu'on retrouve beaucoup dans les chantiers parce que je m'inspire beaucoup, moi, de mes voyages. Je voyage beaucoup aux États-Unis, dans les pays nordiques, à Londres. Je vais beaucoup à Londres, quasiment une fois par mois, parce que j'ai des clients et que je visite même pour ma curiosité. Et c'est un style qui se retrouve, c'est un style qui s'exporte. Comment ça se passe avec des clients? Parce que forcément, vous ne pouvez pas imposer complètement votre goût. Vous choisissez quand même vos chantiers, c'est ce que vous avez dit. Mais quelque part, il faut quand même composer. Alors j'ai deux types de clientèle, on va dire. J'ai la clientèle où je fais beaucoup de restaurants et de lieux publics. Donc là, il y a une liberté d'expression qui est totale, où vraiment, pour le coup, c'est mon goût, avec un concept. Donc il y a un concept, un code, un budget. Et après, moi, c'est vraiment moi qui m'exprime avec mes matériaux. Il y a très peu de j'aime pas le vert, j'aime pas le bleu, même si ça arrive. Mais c'est très vraiment, j'ai beaucoup de liberté. Après, il y a les clients privés. On fait que du privé haut de gamme. Et là, pour le coup, c'est vraiment un travail de corps à corps et de main à main. C'est-à-dire que là, vraiment, je choisis mes clients. Si ça se passe pas bien, je ne fais pas le chantier. Parce que c'est très long et ça demande beaucoup d'investissement. Et là, on travaille beaucoup. On peut refaire, généralement, entre le premier projet et la livraison, on a changé tous les tissus, tous les matériaux 3-4 fois. Il n'y a pas de... Jusqu'à tout le monde, c'est que ça ravisse le client et mon style et qu'on ait vraiment un univers où on a poussé. Et c'est là où ça devient intéressant, où on pousse le style jusqu'à ce temps que les deux soient ravis, se disent, bah, ça y est, on est arrivé au projet pour la personne. C'est important, c'est quand même pas moi qui vais vivre dedans et il faut que ça lui plaise aussi. Mais c'est un vrai travail, c'est complètement différent. Si on se projette dans 20 ans, si on peut se projeter dans 20 ans, qu'est-ce que vous réalisez? C'est quoi votre rêve? Bah, franchement, je me plains pas déjà. J'ai un rêve qui s'aboutit, qui commence. Là, je suis vraiment au début de ce que je voulais être dans 7-10 ans. Donc, je commence à être contente. Après, je suis très insatiable. Donc, évidemment, mon rêve, c'est faire des hôtels dans le monde entier. C'est d'avoir les clients avec qui je m'entends le mieux. Parce que c'est vraiment important pour moi d'avoir une osmose avec mon client. Et travailler dans le monde, faire des concepts. Le rêve, c'est que ça continue, en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Le rêve, c'est de durer. C'est de durer, de se renouveler, d'avoir les moyens, d'avoir des projets qui me permettent d'aller plus loin. C'est ça le rêve, c'est pas de... Je pense qu'aujourd'hui, je suis sortie de l'effet de mode. Je suis dans un style, je fais mes concepts et je veux être intemporelle. J'ai pas envie d'être la mode d'un moment de 2005. C'est pour ça que j'ai évolué et c'est ça qui est intéressant. J'ai su me remettre en question au moment où il fallait. Si vous pouvez donner un conseil à tout le monde qui n'a pas fait des études d'architecture, qui sont des gens qui n'ont pas les moyens de se payer Laura González pour décorer leur maison, ça serait quoi? La curiosité. Ce que je dis tout le temps à mes stagiaires, soyez curieux, levez-vous, allez voir les matériaux, allez voir les magasins, regardez les œuvres d'art, regardez les ventes d'exposition, soyez curieux. Il faut, plus on connaît, plus on sera créatif. Moi, c'est comme ça que je veux tout voir surtout. C'est-à-dire que je regarde tous les fournisseurs, je regarde tous les tissus. Ma matérialité, je la connais par cœur. Il faut connaître les matériaux pour pouvoir créer. Et ça se fait pour un particulier, pour son appartement. Allez dans les boutiques de carrelage, faites-en 10. Allez dans les boutiques de parquet, allez dans les boutiques de tissus. La curiosité, je pense que c'est ça qui fait qu'on arrive à trouver ce qui nous plaît et ce qu'on est en fait. Moi, je trouve qu'en tout cas, c'est une jolie démarche. Merci beaucoup, C'est Laura. gentil, merci à vous. À l'occasion de leurs 70 ans, la maison Parabout fête la Michael, modèle culte de tous les fashionistas, et nous invite à découvrir tous les secrets de fabrication. Bienvenue dans un petit village de la région Rhône-Alpes. C'est ici que l'on trouve l'usine de Parabout qui fabrique depuis plus de 70 ans le mythique modèle Michael. Il est un modèle typique à part entière justement par ce côté, cette couture bourrelet de plateau. Il a un côté, je dirais, très caractère. On va parler aussi de terroir et à la fois de territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de repères et on cherche vraiment des nouveaux territoires. Et la Michael s'inscrit très bien là-dedans.
On reprend la route jusqu'aux ateliers où l'on retrouve Pierre, le directeur marketing. Première étape, c'est de regarder la qualité de la matière, de la peau, savoir si elle est de bonne facture et si on va pouvoir commencer à travailler avec. Après cette première étape, c'est toute une usine qui s'active autour de la chaussure. Coupe, couture, piquage, jusqu'à l'essentielle étape de l'assemblage. Vous voyez, donc on a l'étape finale de la tige. On a une tige de Michael, modèle emblématique de Paraboot. L'étape suivante, ça va être d'associer cette tige avec une forme. C'est ce qu'on appelle la salle des mariages. Et à partir de là, on va attaquer la partie du cousu. Une dernière étape de couture avant que la chaussure soit emballée avec amour et soin. Je pense qu'avant tout, c'est que ça a été la chaussure de tout le monde. J'aime beaucoup, il y a une chanson, vous savez, Michel Sardou, de 7 à 77 ans. Et quand on demande de caractériser qui est le client Paraboot, j'ai envie de dire c'est comme cette chanson. Donc ce qui est sympa, c'est de les collectionner. Alors on peut collectionner le même modèle dans différentes versions. Vous voyez, la Michael, donc classique, on va l'avoir en marron, ça c'est celle que tout le monde connaît, qui est à la fois homme, qui est à la fois femme. Mais on va pouvoir aussi se targuer d'avoir des versions sur semelle blanche, je dirais en bleu, en blanc, en rouge. Michael, pour ses 70 ans, on s'est dit, faire quelque chose qui n'a pas existé en Michael, ça va être compliqué. Et à la limite, c'était même pas trop le challenge. En fait, on a préféré dire, on va revisiter ces 70 ans, enfin je dirais de création, et reprendre les meilleurs modèles. Et refaire des clins d'œil sur les femmes qui nous ont connus dans les années 90 avec les démasqués noirs qu'on a appelé gloss noir cette année, ou des versions, je dirais, les versions phoque qui ont été créées en collaboration avec Hermès. Bon, bien sûr, on n'utilise plus le phoque aujourd'hui, mais on a toutes sortes de poils à notre disposition, donc on a pu faire des plateaux lapins, on a pu faire des plateaux, je dirais, poils rouges, poils noirs, poils jaunes. Voilà, c'était de réintroduire de manière, on va dire, un peu moderne, ces, je dirais, anciennes créations. Et puis comme on est dans la mode du vintage, hein, quoi de mieux qu'un joli clin d'œil en faisant la réédition de ces versions. C'est le portrait d'une jeune créatrice que nous vous proposons aujourd'hui, c'est Léa Pécre. Elle défile depuis seulement quelques saisons à Paris, mais fait déjà sensation dans le milieu de la mode. Rencontre. Léa Pécre est une jeune créatrice plus que prometteuse. Après des études à l'école de la Cambre en Belgique, elle a été récompensée par de nombreux prix et a fait ses armes entre autres chez Jean-Paul Gaultier et Givenchy, avant de créer sa propre marque en 2013. Aujourd'hui, c'est un jour important pour elle. C'est le premier jour de la Fashion Week et elle fait défiler sa collection dans l'enceinte de l'Institut du monde arabe. C'est l'effervescence dans les coulisses du défilé et c'est difficile d'intercepter Léa qui court dans tous les sens. À quelques minutes du show, toute l'équipe s'agite pour préparer les mannequins, tandis qu'un public venu en nombre s'apprête à assister au défilé. Pour sa 4e saison, Léa conserve un style à la fois exigeant et épuré qui joue sur les coupes, les matériaux et les transparences. À la fin du défilé, public conquis. C'est la classe. Je trouve ça tellement classe, raffiné, féminin. Elle fait un travail vraiment très intéressant avec la matière et le corps de la femme. C'était un très beau défilé, il y a une vraie ligne entre le masculin et le féminin. Il y a de la légèreté et en même temps quelque chose qui doit être très déterminé. Et je pense que ça la représente bien. Mais l'analyse de son travail, c'est encore Léa qui l'a fait le mieux. On la retrouve quelques jours plus tard dans son atelier afin qu'elle nous livre ses impressions. Ouais, je suis ravie du défilé. On a eu un très très beau casting, dont je suis extrêmement fière. Je pense qu'au défilé, on était tous émus dans l'équipe. C'était un beau moment. Les retours sont très positifs et voilà. À suivre. Le thème de la collection est inspiré du film Dune de David Lynch et de son univers à la fois graphique et poussiéreux. Fidèle à son idée de la femme, Léa revisite également la figure de l'Amazone. Là, pour la dernière collection, il est vraiment question d'une femme, d'une guerrière des temps modernes, on peut dire ça comme ça. Avec toutes ces histoires de ceintures, les ceintures qui viennent harnacher le corps, même sur la poitrine, sur la taille, recentrer la taille. Dans mon travail, le tailleur est important. Et justement, dans cette guerrière des temps modernes, pour cette collection, il est vraiment question d'une armure revisitée en tailleur.
La femme Léa Pecre est une femme indépendante et une femme active, mais surtout aussi une femme qui aime être élégante, peut-être même des fois sophistiquée, mais tout en gardant un certain confort et en étant polyvalente du matin jusqu'au soir. Le confort est une notion extrêmement importante, c'est pour ça qu'on vient marier des matières plus habituelles comme du denim, des matières du jersey, parce qu'on n'est plus dans le même rapport aux vêtements, on a un rapport où... moi, la première, en fait, c'est vrai que d'une certaine façon, je m'habille aussi au travers de mes collections. Et je passe ma vie à courir, j'ai pas le temps pour rentrer chez moi le soir pour aller à un dîner après. Donc il y a cette envie, en fait, d'avoir un tout dans ce qu'on porte qui peut représenter n'importe quel moment. Si on rajoute un coup de rouge à lèvres sur les lèvres, on a d'un coup, voilà, avec le vêtement, ça marche aussi. Il y a vraiment cette idée d'élégance à toute étape de la journée, en gardant beaucoup de confort, ce qui est vraiment essentiel. Et comme elle est bien dans ses vêtements, Léa peut courir partout pour multiplier les collaborations. Le Jabi, Amélie Pichard ou les bijoux de la Forge, portés par les mannequins sur ce défilé. Dernièrement, Léa a été récompensée par le prix des premières collections de Landam, un coup de pouce financier et une mise en lumière stimulante pour sa marque et son équipe. Ça donne encore plus confiance dans notre projet, confiance d'être à notre place, et ça remotive les troupes. Voilà. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Ciao! Bleu